Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de programmation Charson Pro où nous apprenons ensemble à programmer. Dans cette vidéo, les questions pour nous faire un rappel sur plusieurs notions que nous avons déjà vues, certaines un peu plus en détail que d'autres, mais dans cette vidéo, je vous rassure, c'est plus une continuité qu'un retour en arrière. Alors, je tiens déjà à m'excuser par rapport au retard sur la publication des vidéos, mais je dois avouer que le nouveau format de vidéo me prend un peu plus de temps et les fêtes et l'école n'ont voulu rien arranger. Parallèlement à cette vidéo, il sorti deux autres vidéos. Une première vidéo qui vous présente le Java, qui vous présente ses caractéristiques, qui vous présente ses domaines d'application, les domaines là où le Java est généralement utilisé, qui va vous présenter des applications qui sont écrites en Java, afin que vous puissiez voir jusqu'où est-ce que vous pourrez aller avec le langage Java. Et aussi, si certains avaient encore des doutes sur le langage Java et que le langage qu'ils devaient apprendre pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, alors je pense que cette vidéo-là vous aidera beaucoup dans cette lancée-là. La deuxième vidéo va porter sur les instructions, les opérateurs, les structures de contrôle, les types de références et plusieurs autres petites notions. Cette vidéo sera en quelque sorte une vidéo de clôture pour les bases en Java et nous passerons ainsi à la programmation orientée objet programme parce que jusqu'ici nous étions beaucoup plus sur les bases du langage Java. Je tiens à t'inviter à t'abonner et à laisser un like si tu aimes ce qu'on fait ici. Et pour l'heure, passons à la vidéo. Ah, j'avais oublié. La vidéo est divisée en chapitres. Si tu penses qu'il y a une notion dont tu as plus besoin qu'une autre, alors tu pourrais déjà sauter à ce chapitre-là. Mais à mon avis, tu devrais regarder toute la vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que l'on apprend tous les jours. Et parfois même les choses que l'on pense connaître, on les a peut-être oubliées ou bien on ne les connaît pas si bien en tout cas. Donc je pense que tu devrais regarder la vidéo. Alors passons. Ce rappel a pour objectif d'augmenter vos connaissances sur les notions d'éditeur et de compilateur, les variables et les types de données, les API, fonctions de base, et de vous présenter par la même occasion les fonctions et les méthodes en général, les commentaires et même les méthodes de contrôle de style d'écriture. Et pour finir, les deux concepts centraux du Java. Il n'est pas exclu que de telles vidéos réapparaissent sur la chaîne pour des notions tout aussi importantes. Éditeur et compilateur. Lorsqu'une personne a besoin de créer, il se cherche un cahier ou du moins une surface pour écrire. Et s'il veut traduire ce texte-là, il a besoin d'un traducteur pour traduire son texte en d'autres langages. Et là, ça peut être un homme ou une application encore. Mais le problème avec les hommes et applications qui traduisent que dans une seule langue ou bien dans une ou deux langues, c'est que l'on ne peut pas traduire dans toutes les langues tout naturellement. Et dans ce cas-ci, l'on aura donc besoin d'un traducteur multilinguiste tel que DeepL Traducteur ou encore le plus connu Google Translate. En programmation, l'éditeur représente pour nous notre surface d'écriture. Il en existe plusieurs tels que Eclipse, Notepad++, Notepad même encore, ou bien IntelliJ IDEA. Certains sont un peu plus puissants que d'autres, mais tous nous permettent au moins d'écrire du code. Pour la compilation en Java, nous pouvons utiliser un éditeur tel que GNU Java GCJ, qui nous produira par exemple un fichier .x utilisable sur Windows. Mais ici, la solution multilinguistique serait d'utiliser le Java Development Kit en abrégé JDK pour la compilation. Le JDK contient le Java Runtime Environment en abrégé JRE qui lui à son tour contient certaines librairies et la Java Virtual Machine qui comporte également le Just in Time qui nous permet de faire l'exécution en temps réel. Ainsi, à la fin de la compilation, on obtient un Java Class File qui sera interprété par la Java Virtual Machine dans les différentes plateformes. Les logiciels tels que IntelliJ IDEA ou encore Eclipse ont un espace de compilation intégré et tous les outils nécessaires sont en général installés avec ces logiciels. Tous ces outils sont téléchargeables sur le site d'Oracle et l'on peut ainsi avec ceci compiler en ligne de commande. Pour plus d'informations sur l'installation de l'environnement de programmation, consultez la vidéo qui parle de l'installation de l'environnement de programmation Java. Les variables et les types de données. Nous avons dans la précédente vidéo vu que toutes les expressions en Java ont un type de données unique. Le type de données est défini par la plage de valeurs valide de l'expression. Les opérateurs autorisés sur les éléments de ce type, il décrit l'ensemble des nombres entiers par exemple. Ainsi, il comprend l'ensemble des opérateurs arithmétiques de base tels que plus ou encore moins. Nous avons vu qu'il existe des types de références tels que les classes, interface, array, string, et les types de données primitives tels que integer, floating point, character et boolean qui eux aussi comportent des sous-types tels que bit, short, int, long, float, double, char et boolean. Les variables sont utilisées pour la sauvegarde des données pour le calcul en mémoire.
Une variable a entre autres un identifiant librement attribué par le programmeur et qui se compose de caractères alphanumériques, un type de données, comme par exemple int. On a un exemple qui est int variable égale à 5, point virgule à la fin. Donc le caractère alphanumérique ici est int variable. Les variables, tout comme les fonctions et les classes, ont un champ d'action et une période d'exécution et peuvent donc être classées par rapport à ceci. On distingue tout d'abord les variables locales disponibles seulement dans une fonction ou dans un bloc précis. Un exemple ici serait par exemple string envoy qui est une variable locale. Elle n'est disponible que dans cette fonction mainC. On distingue également les variables d'instance. En programmation orientée objet, une variable d'instance est une variable contenant l'état d'un objet, aussi appelé attribut. Une variable d'instance précise l'état d'un objet auquel il se réfère. Deux objets différents, même appartenant à la même classe, peuvent avoir les valeurs différentes dans leurs variables d'instance respectives. De l'extérieur de l'objet, les variables d'instance ne peuvent être ni altérées ni même vues. Autrement dit, les variables d'instance ne sont jamais publiques. Mais par contre, elles peuvent être altérées et vues par des méthodes explicitement fournies par le programmeur. Comme les variables globales, les variables d'instance ont la valeur nulle jusqu'à ce qu'elles soient initialisées. En règle générale, les variables d'instance n'ont pas à être déclarées et ceci permet une structure d'objet extrêmement souple. En fait, chaque variable d'instance est dynamiquement ajoutée à l'objet au moment de sa première invocation. Donc lorsqu'on crée une classe, par exemple la classe stack, on a des variables qui sont créées ici à l'intérieur. Et chaque objet de type stack aura ses propres variables d'instance. On peut accéder à ces valeurs avec des fonctions comme celle-ci, telles que getData, qui nous permet de récupérer une carte dans le jeu en fait. Donc on a un objet de type stack qui contient plusieurs cartes et je peux le récupérer à chaque fois une nouvelle carte dans cet objet en fait, à travers une fonction que j'aurais explicitement créée. Les interfaces de programmation, Application Programming Interface, en abrégé API, sont des fonctions Java qui sont mises à disposition par des bibliothèques de programmation déjà existantes. Java a une très grande variété d'API. Nous avons déjà eu à voir quelques-uns. Il s'agit par exemple de system.out.println qu'on utilisait pour renvoyer des valeurs à l'utilisateur, et par exemple cette fonction nextLine qui se retrouve dans le type scanner. Lorsqu'on crée un nouveau scanner, on peut donc utiliser la fonction nextLine qui se trouve dans les bibliothèques Java en fait. Un programme Java commence toujours par une classe principale qui elle porte le nom du programme et a à son sein une fonction main qui prend en paramètre un type string. Les valeurs sont en général entrées en paramètre au niveau de la ligne de commande ou bien lorsqu'on paramètre bien l'éditeur pour envoyer ces valeurs là ou lors d'un appel dans notre projet. Donc là on appelle notre fonction main et on envoie une valeur de type string en paramètre. Vous pouvez constater que notre fonction main est de type void. On verra pourquoi est-ce qu'elle est void. On constate également qu'elle est de type statique, c'est-à-dire qu'on va la conserver jusqu'à la fin de l'exécution de notre programme, et elle est également publique, c'est-à-dire qu'elle est disponible dans le package et même en dehors du package. Voilà maintenant les fonctions et les méthodes en général. Pour cette partie-ci, on va partir d'un exemple précis. Nous allons d'abord ensemble écrire un algorithme et ensuite nous verrons la nécessité d'employer des fonctions. Nous voulons ici écrire un code qui va faire l'addition de deux nombres entiers de type entier, c'est-à-dire de type int. Pour cela, on va d'abord demander les valeurs à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va lire. Donc nous inputterons A et B. On aura un output S qui sera la somme, la valeur qu'on va retourner. Donc notre algorithme sera, on va demander à l'utilisateur give me the first parameter. Ensuite on va dire read A, on va lire A, on va redemander la deuxième valeur, on va lire la deuxième valeur, on va calculer la somme et on va retourner la somme à l'utilisateur. Pour ce code, on commence déjà par entrer le package, on n'en a pas encore parlé, mais ça viendra avec le temps. Et on importe Java Util Scanner qui nous permettra d'utiliser la classe scanner pour créer un nouvel objet de type scanner. Ensuite, on va créer notre première classe qui porte le nom de notre projet qui est ici main. Je n'ai pas pris la peine de changer le nom du projet, excusez-moi pour cela. Et ensuite, à l'intérieur, nous allons avoir notre fonction de base. Comme on a vu, la fonction main qui prendra en paramètre un string de nom args. À l'intérieur, on va créer un nouvel objet de type scanner, new scanner. À l'intérieur, on a system.in. On crée une nouvelle variable avec pour identifiant A, une deuxième variable de type int avec pour identifiant B. Et là maintenant, on va appeler l'API system.out.println pour pouvoir faire la lecture de nos valeurs. On a donc là
write your value, il va entrer sa valeur et on va lire et attribuer ça à notre variable avec pour identifiant A. Donc on va attribuer ça ici. Même chose pour la deuxième valeur B, on fait le calcul. Donc là je déclare directement, je fais le calcul et j'envoie ça à S. Et enfin je retourne la valeur. Maintenant, imaginez-vous qu'on a un code qui est vraiment très gigantesque et qu'on aimerait à plusieurs endroits faire la somme de deux nombres. Qu'on aimerait demander à l'utilisateur d'entrer deux nombres et qu'on aimerait redonner la somme de ces deux nombres-là. Imaginez-vous un code qui est vraiment gigantesque et qu'il faudrait à chaque fois faire ça. Ça fait beaucoup de travail et c'est vraiment pas bénin pour nous. Et c'est donc là où les fonctions interviennent. Les fonctions viennent nous permettre de créer du code réutilisable, pas seulement par nous, mais aussi par plusieurs autres personnes. Sans les fonctions, chaque jour, on serait toujours en train de créer les mêmes choses, les choses que les gens ont créées. Il n'y aurait pas un système .out.println quelque part qu'on pourrait facilement utiliser pour afficher à l'écran, ou bien une fonction nextInt qui nous permet de lire la valeur ancrée à l'écran. Donc, c'est parce que l'on a plusieurs fonctions déjà créées que l'on peut facilement et plus rapidement créer de nouvelles choses sans toutefois devoir réécrire ce que les gens ont déjà eu à créer en fait, ou bien que nous on a déjà eu à écrire. Donc notre code, j'ai créé plusieurs fonctions que j'ai placées déjà, une fonction au début de notre code et deux à la fin de notre code. On peut déjà remarquer que nos fonctions sont créées dans une classe, donc elles sont dans la classe main ici à l'intérieur. Et là, j'ai créé trois types de fonctions différentes. La première fonction prend en paramètre A et B. Mais elle se différencie des autres du fait qu'elle ne retourne aucune valeur et donc elle est de type void. Et elle retourne sa valeur à travers un système .out.println. On a la deuxième ici en bas qui elle est également de type void mais ne prend rien en paramètre. Ça veut dire qu'elle ne retournera rien également. Elle ne retourne rien. Et ici à l'intérieur, on peut remarquer que les variables sont déclarées directement à l'intérieur de cette fonction. On a donc des variables locales ici à l'intérieur. Et là, en bas, on remarque qu'elle retourne également sa valeur elle-même. La dernière fonction est assez particulière. On peut remarquer qu'elle prend également en paramètre A et B, mais elle fait juste la somme et retourne S à travers ce qu'on appelle un return. Une fonction ne peut retourner qu'une seule valeur, donc qu'un seul return. Ainsi, je pourrais, dans ma main fonction, là j'ai créé ces différentes variables, c'est parce qu'il y avait ces deux fonctions-ci qui avaient besoin de valeurs en paramètres. Celle-ci n'avait pas vraiment besoin de valeurs en paramètres, c'était juste, sans que c'est une erreur. Mais dans notre main, on a donc l'appel de ces trois fonctions-là. Le premier appel, par exemple, lui, ici on va concaténer ici et on envoie notre somme A, B. Donc cette fonction-ci est appelée. Je pense que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait un appel de fonction dans un système .out.println? Considérez que cette somme A, B, C exactement comme c'était le S que j'ai écrit à ce niveau-ci. Parce que somme A et B n'est rien d'autre ici que ce S. Parce que après avoir exécuté la fonction-ci, on va retourner directement ce S. Donc ici, le compilateur va avoir directement un S et pas forcément une fonction ou autre en fait. Là, ce système A, B qu'on appelle, lui il va venir pour cette fonction-ci. Cette fonction-ci, elle va faire son système print elle-même à l'intérieur. Donc lorsqu'on va en ressortir, on ne récupère aucune valeur n'est retournée. Notez que j'aurais pu créer une variable S ici et attribuer à cette variable S là la valeur qui ressort d'ici. Donc j'aurais dit tout simplement dit S égale à somme A, B et S aurait automatiquement la somme des deux valeurs qui sont entrées en paramètre ici. Donc là, celle-ci va directement faire le calcul, demander les valeurs, faire le calcul et renvoyer la somme. De même pour celle-ci, elle va demander les valeurs, faire le calcul et renvoyer la somme. Là, on peut voir l'exécution. On remarque que là, les valeurs sont demandées et tout marche pour le mieux. Il est déjà comme moi arrivé de chercher la solution à un exercice de mathématiques vraiment très compliqué. De ne pas trouver la solution, mais d'aller dans un livre et de trouver la solution à ce problème-là. Mais malheureusement, après avoir lu la solution, tu te rends compte que tu n'as pas toujours compris la méthode de fonctionnement, la méthode de résolution de ce problème-là en fait. Pourquoi? Parce que la solution n'était pas assez expliquée. Et donc, à cet instant-là, tu as besoin d'une personne qui avait déjà compris l'exercice. Ou bien le professeur qui t'a donné l'exercice afin de pouvoir mieux comprendre le problème et déjà de mieux comprendre la solution qui t'a été proposée. De même que déjà peut-être arrivé d'écrire un texte, d'écrire un long texte, peut-être une histoire, sans vraiment mettre de marquage, sans mettre de titre dans ce texte-là. Et plus tard, peut-être 2 jours plus tard, 3 jours, disons une semaine, lorsque tu reviens pour lire ton texte, pour voir où tu en étais, pour continuer, tu ne te retrouves plus en fait. Tu ne sais plus ce que tu avais déjà fait, tu n'as même pas de marquage dans ton devoir qui te dit que bon là c'était ce que tu voulais faire, là c'est ce que tu écris et c'est ça en fait. Et c'est le même problème que l'on voit en programmation. Un code qui n'est pas documenté ou bien qui n'a pas de documentation
il n'est pas facile à lire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marquage, il n'y a pas d'explication sur les différentes classes et autres choses que tu auras pu créer dans ton devoir. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de commentaire qui explique la méthode de résolution des problèmes que tu as adoptés dans ton devoir. Ainsi, ton code est difficile à lire pour plusieurs personnes qui veulent déjà accéder à ce code-là et aussi pour toi-même. Parce qu'à un moment donné, tu auras besoin de relire ton code, tu auras besoin de le revoir. Et si tu n'as pas déjà écrit des commentaires pour t'expliquer à toi-même déjà comment est-ce que cette fonction fonctionne, tu ne te retrouveras plus en fait. Pour faire un commentaire sur la même ligne en Java, il suffit de mettre le double slash comme ceci. Vous écrivez le texte là devant. Mais si vous voulez faire un commentaire sur plusieurs lignes, vous devez mettre un slash étoile et vous mettez une autre étoile et vous mettez un dernier slash. C'est ainsi que vous verrez le commentaire sur plusieurs lignes en fait. Mais pour la documentation Java, vous devez mettre un slash et 2 points. Vous tapez sur entrée si vous êtes dans un éditeur qui comprend ce que vous voulez entendre par là. Mais si vous n'êtes pas dans un éditeur qui comprend, vous mettez slash 2 points et vous mettez un point slash à la fin. Là, l'éditeur comprend que c'est effectivement une Java documentation. Pour la production d'une documentation en HTML, vous devez utiliser Javadoc. C'est une application que vous pouvez télécharger pour la production d'une documentation en HTML. Un autre problème, on a plusieurs personnes qui écrivent très mal, ça on est d'accord. Ils prennent le bic et ils se mettent à écrire dans ce monde, ils écrivent n'importe quoi en fait. En programmation, il est conseillé d'utiliser un style de programmation commun. Donc, parfois en entreprise ou bien à l'école, il arrive que l'on vous propose un document qui régit le style d'écriture de vos programmes. Ainsi, on aura par exemple des espaces devant les for, ou bien on aura des espaces devant les if, ou bien des réglementations qui augmentent la lisibilité de votre code, qui diminuent la probabilité qu'il y ait des erreurs, qui font en sorte qu'il soit mieux documenté par exemple. Et pour le contrôle de style, vous devez utiliser l'application CheckStyle, qui vous permet de contrôler le style à chaque fois. Et CheckStyle sera toujours accompagné d'un style en particulier que vous pouvez télécharger sur internet. Okay, la commande pour lancer CheckStyle sur votre ordinateur sera celle-ci. Il s'agira de CheckStyle-C. Là, ici, vous aurez le nom du style qui vous aura été imposé ou bien du nom du style que vous aurez trouvé sur internet pour utiliser, ou le style que je vais vous laisser dans la description, c'est ça que vous voulez utiliser. Et là devant, vous aurez directement le projet que vous voulez, dont vous voulez contrôler le style en fait. Donc là, vous lancez ça et vous aurez les différentes erreurs affichées en face de vous. Donc là, par exemple, moi, à la ligne 1, là, j'ai une erreur au niveau de mon package que j'ai appelé, le package maman que j'ai appelé avec tous les documents que j'ai envoyés. Normalement, je devrais aller corriger l'erreur, mais j'ai laissé exprès cette erreur là, je voulais pas la corriger, je l'ai laissé comme ça. Et là également, on a par exemple une erreur de ligne, on dit line is longer than 120 caractères. Ça veut dire que la ligne est plus longue que 120 caractères, ce qui n'est pas normal par rapport à ce document-ci qui régit le style de l'écriture de notre projet en fait. Donc je pourrais tester comme ça sur tous les différents trucs que j'ai. Si je lance plutôt car celui-ci est sans erreur par exemple, file to process must be specified. Et là on me dit que le projet à lancer doit être spécifié. Ça veut dire que j'ai tenu le mauvais document là, c'est naturel, j'ai oublié Java derrière. Et là il n'y a aucune erreur, audit done, ça veut dire que le document est propre sans aucune faute. Je pourrais lancer également un autre, je pourrais continuer comme ça pour tous les différents documents que j'ai, mais ça ne m'apportera rien. Donc voici la commande pour contrôler le style d'écriture. Dans la description, vous allez trouver un lien de téléchargement de Javadoc et vous allez également trouver un lien vers un document jar qui vous permettra d'installer CheckStyle dans votre ordinateur, et aussi vous aurez les commandes nécessaires pour pouvoir contrôler le style de vos programmes. Ça y est, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Juste là en bas, tu as la vidéo référencée pour aller voir la vidéo sur les opérateurs, structures de contrôle, instructions et autres. Pour l'heure, je te dis au revoir et on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao.